Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Suite au préavis de libérer le site directionnel de Koloma, les autorités ont entamé ce mardi le déguerpissement des encombrants physiques de cette zone réservée. Les personnes du troisième âge peinent à obtenir leur pension, c'est le constat de la rédaction de Star 21 que vous suivrez dans ce journal. Pour finir, l'actualité, c'est aussi la victoire de Hamidou Diallo à la cérémonie des All-Star Games qui a ébloui le public dans le stade mythique, le Spectrum Center de Charlotte en Caroline du Nord. Notre rédaction l'a rencontré pour vous, un entretien exclusif à suivre dans cette édition. Voici les principaux titres de ce journal, les détails dans un instant. On commence avec ces plusieurs réformes qui sont annoncées par le gouvernement, notamment dans le domaine maritime et aérien. Des mesures qui, selon le ministre des Transports, visent à faciliter la mobilité des citoyens, mais aussi permettre au pays de générer des ressources. Oumar Sow, comme 32. Dans le but d'œuvrer davantage pour le développement du trafic aérien en Guinée afin d'attirer des compagnies, le gouvernement envisage l'extension de l'aéroport et la réfection de certaines pistes d'atterrissage des avions. Notre vision ici est d'aménager les aéroports régionaux à l'intérieur du pays, de renforcer les capacités d'accueil de l'aéroport international de Conakry-Bessia, de manière à développer davantage le trafic aérien et le fret qui s'y attachent et initier et développer la desserte domestique ainsi qu'avec des capitales de la sous-région. C'est pour cette raison que nous appuyons le projet sous-régional de création de la compagnie Hermano qui, à terme, permettra d'instaurer des lignes entre les capitales et l'intérieur des États membres de l'Union du fleuve Mano. Parmi ces mesures figure également le renforcement de la capacité d'accueil du port autonome de Conakry. Pour le ministre d'État des Transports, cette action vise à attirer vers la Guinée le taux de fréquentation des navires. Nous ambitionnons donc à cet effet de renforcer considérablement les capacités de notre port pour en faire un hub au niveau de la sous-région de manière à accroître significativement le trafic qui s'y opère. Notre volonté nourrie toujours sous ce registre est l'obtention par le port de Conakry et de la totalité du fret malien. Car il est une situation totalement paradoxale, c'est que Conakry, qui est à peine à 900 km du Mali, n'y transite que 3% du fret malien. La mise en place très prochaine d'une compagnie de transport maritime urbaine pour assurer la mobilité des citoyens est aussi envisagée cette année par le ministère des Transports. L'aéroport de Conakry aussi va faire l'objet de rénovation. Et en 2019, là aussi, on va commencer les activités au niveau de cet aéroport. Nous sommes en discussion très avancée avec des partenaires, que ce soit Aéroport de Paris, que ce soit d'autres qui veulent rentrer dans le capital de la société. Je pense que nous aurons la possibilité très bientôt d'avoir les ressources financières pour faire en sorte que cet aéroport puisse connaître une extension qui l'amène à 1 million de passagers. Une sortie médiatique du ministre des Transports qui s'inscrit dans le cadre de la communication gouvernementale initiée les lundis de chaque semaine. Le ministre d'État des Transports est revenu lors de cette rencontre avec la presse sur le contrat de concession du quai conventionnel du port autonome de Conakry à l'entreprise turque Al Bayrak. Pour Aboubakar Silla, c'est l'un des meilleurs contrats que la Guinée ait signé dans le domaine portuaire. Suivez. Cette convention de concession va rapporter à la Guinée, en termes de redevances payées sur cette période, plus de 250 millions de dollars. C'est-à-dire que sur cette période-là, notre pays, la Guinée, va encaisser, lorsque nous avons fait le calcul, une moyenne sur les 25 ans de concession. Nous allons encaisser chaque année plus de 13 millions de dollars, contre zéro à l'heure actuelle. Les gens oublient que le port autonome de Conakry ne verse rien comme redevance ou comme dividende dans les caisses de l'État. À la limite, le port paye quelques taxes et quelques impôts. Je vous le disais au sommaire, dans la matinée de ce mardi, l'État a mis en application la menace de déguerpissement du centre directionnel de Koloma sous l'œil impuissant des occupants. Les forces de sécurité accompagnées du génie militaire ont procédé au déplacement des encombrants physiques de cette zone réservée de l'État. Lansana Traoré était de la partie. Suivez. Les forces de l'ordre et le génie militaire sont tous venus avec tout l'arsenal nécessaire pour débarrasser les occupants illégaux aux yeux de l'État. Chacun des particuliers installés à ce niveau tente en peu de temps de prendre ses biens avant que ne passent les engins lourds. Tout est clair pour les autorités. Ce domaine de l'État va être récupéré sans état d'âme. Tous les domaines appartenant à l'État
vont être récupérés. Et il faut que les gens comprennent que nous allons le récupérer sans état d'âme. Parce que ceux qui sont installés aujourd'hui ici ont assisté à la première démolition qui a eu lieu au niveau de ce centre directionnel pour que chacun de vous comprenne, chacun de nous plutôt comprenne, que c'est un domaine réservé de l'État. Pour éviter que leurs biens ne soient emportés, les citoyens qui ont investi les lieux pour la plupart depuis des années s'activent. Mais le temps fait défaut pour ces engins qui ne peuvent être que remorqués. Le centre directionnel qui est un domaine réservé de l'État doit être mis à profit pour que l'administration publique, les grands centres, les grands magasins, les grands centres d'affaires soient transférés à ce niveau-là. Le président de la République a instruit au ministère de la Ville non seulement de travailler pour la constitution des réserves foncières, mais de faire en sorte que les domaines réservés de l'État soient récupérés. Ce que nous faisons aujourd'hui rentre dans cette ligne. Les occupants, quant à eux, n'ont aucune alternative et ne peuvent donc qu'obéir aux ordres. Notre inquiétude aujourd'hui, voilà l'action qu'on est en train de faire. On est en train de déménager urgemment, les militaires sont partout. Donc on est en train de déménager, on a appelé les porchages, les grilles partout. Voilà, ils travaillent comme ça. Il y en a qui travaillent, voilà les machines, on allume, les mécaniciens travaillent pour pouvoir enlever les matériels urgemment. C'est ce qui est notre inquiétude tout à l'heure. Sur le site, rien n'est épargné. Des croix sont visibles un peu partout sur les domiciles. Tous vont quitter, mais pour l'instant, la priorité, ce sont les garages. Le ministre de la Ville, en compagnie du haut commandant de la gendarmerie, ont sillonné tout le site pour sommer les occupants de quitter avant l'arrivée des bulldozers. Également dans l'actualité nationale, les pensionnaires de Conakry ont du mal à rentrer en possession de leur argent. Cette opération de désintéressement de ces hommes du troisième âge fait des mécontents. À la trésorerie de Guinée, ils sont des centaines dans une attente interminable avec un désarroi qui se lit sur leur visage. Aliou Diallo, explication. Tous regroupés à la porte d'entrée de la trésorerie, ces pensionnaires se heurtent à plusieurs difficultés. Rentrer en possession de leur argent est une montagne à déplacer pour certains. Aujourd'hui, vous pouvez faire 2 semaines d'affilée sans avoir votre pension. Voilà. Moi, je suis à ma 2e semaine ici aujourd'hui et tout le monde est à sa 2e semaine ici aujourd'hui. Nous sommes au 49e jour du mois. La mauvaise organisation. Quand on parle de recensement, nous n'avons pas de cachet. Même aujourd'hui, pour le problème de bulletin, c'est un problème. Ces gens-là ne peuvent même pas faire un communiqué pour dire que venez avec tel bulletin daté de tel mois. Remonter contre la politique mise en place pour récupérer cette pension, cet homme ne passe pas par le dos de la cuillère. Nous rencontrons assez de difficultés ici. Nous venons à 6h ici pour passer toute une journée ici. C'est vraiment décevant. C'est décevant avec un salaire minime qu'on récupère ici. Vous voyez, rentrer même, vous pouvez voir rentrer dedans. Il y a des vieilles personnes qui viennent le matin, jusqu'au soir, 16h, 17h, ils sont là. Vraiment, c'est décevant. Au-delà de la colère qui anime plusieurs d'entre eux, d'autres invitent les autorités à plus d'attention. C'est des problèmes. Ça nous donne beaucoup de temps. Et vraiment, si on vient ici, on passe toute une journée ici. Alors on ne sait pas qu'est-ce qui amène ça. Alors il faut que l'État nous aide à avoir vraiment... On compte seulement sur notre petit pain là ici. Mais si on ne gagne pas ça tôt encore, et on doit payer les locations encore. Dans le souci de savoir pourquoi ces problèmes, nous avons voulu interroger le payeur principal. Mais notre demande a été rejetée. Raison évoquée, un ordre de mission. Dans un autre registre, en 2010, l'État guinéen a interdit l'exportation du bois à l'échelle internationale. Malgré cela, les produits issus de l'exportation directe du domaine forestier restent très chers sur le marché. Une situation qui se justifie selon certains acteurs du secteur par le taux élevé des taxes. Kadiatou Fofana pour plus de précision. Le prix de vente du bois d'œuvre issu des plantations forestières de la Guinée reste toujours cher sur le marché, cela malgré l'interdiction de son exportation à l'étranger depuis 2010. Certains acteurs de ce secteur expliquent cette cherté par le taux élevé des taxes. Il faudrait que le prix diminue, ça c'est obligatoire. Il faudrait, parce qu'avant, dans les temps, un madrier de samba le coûtait de rien à un Guinéen, c'était de 40 000 à quelque chose comme ça. Et bois rouge, quel que soit le prix, c'était de 80 à 90 000. Mais aujourd'hui, c'est parti jusqu'à 100 et quelques mille, 150, 160 000 francs. Aujourd'hui, pour trouver un arbre en maturité exploitable en bois d'œuvre, il faut aller à 30 à 40 km. Donc, quand vous prenez le facteur dépenses, carburant, la distance, tout ça là,
où nous, avant, on dépensait au moins 50 000, aujourd'hui, il faut dépenser 80 à 100 000 francs pour avoir un madrier. Donc, la réglementation aussi, la taxation, et au niveau de la taxation, ce qui était le mètre cube qui était taxé à 120 000 francs, aujourd'hui, c'est taxé à 300 000 francs. C'est dans ce bas-fond que le bois est travaillé avant de le sortir sur le marché et les prix varient selon la qualité. Et l'acajou sur le terrain pour le moment, donc le double est taxé au moins à 850 000, 800 000 francs. Jusqu'à 700. Et le lengué est 950, 900 000 jusqu'à 850 000. Et le bois de veine également, à même prix que le lengué. Et par rapport au bois de 4 mètres, le bois rouge par exemple, est coûté aujourd'hui dans les 160 000. Même constat chez ces menuisiers qui expliquent le coût élevé des meubles. Quand tu achètes un madrier pour faire un lit, on achète un madrier écart. Il y a certains lits, on achète 2 madriers. Donc, quand on fait le lit, un lit, on peut dépenser plus de 1 million et quelques. 1 million et quelques. Il y a certains lits, tu dépasses même ça. Donc, quand tu viens, on peut revendre, à certains lits, on peut revendre 2 800 000. Sur place, les acteurs de la filiale bois se plaignent de l'exploitation illégale du bois par certaines personnes, du prix élevé des bordereaux de route et la multiplicité des barrages. Sport, à présent dans cette édition, le Sili national cadet connaît désormais ses adversaires au compte du tournoi des moins de 17 ans organisé par la Turquie. L'équipe guinéenne est logée dans le groupe A composé de la Tanzanie, de l'Australie et le pays hôte, la Turquie. Abdoulaye Momofoufana pour plus de précision. Qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Tanzanie 2019, le Sili national cadet participera au tournoi international organisé par la Turquie au mois de mars, qui regroupera toutes les équipes qualifiées pour la CAN cadette et les 8 autres venues de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie. La Guinée est logée dans le groupe A composé du pays hôte, la Turquie, la Tanzanie et l'Australie. Bon, vous savez, comme on n'a pas leur image, on ne connaît pas les adversaires réellement. Mais ce qu'il faut reconnaître, le football de jeunes reste le football de jeunes. Il y a de ces choses qu'il faut préparer. Ils ont tous le même football. Ça dépendra quand même de la préparation et du travail mental qu'on va leur accorder. Parce que surtout ici, entre les jeunes, c'est le niveau mental qu'il faut préparer. Parce qu'ils ont tous le même football, c'est des talents. C'est des jeunes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de progresser. L'entraîneur adjoint du Sili cadet revient sur le niveau de préparatif de ses protégés et les critères de choix afin de remplacer les 8 joueurs qui ont été recalés au Sénégal lors du test de la résonance à imagerie médicale, IRM. Très confiant dans la mesure où on sera à 1 mois et demi de la Coupe d'Afrique. Donc pour nous, c'est une opportunité d'aller vraiment essayer voir les joueurs, travailler pour essayer de corriger quand même les lacunes. Bon, effectivement, on a travaillé d'arrache-pied depuis plus de 2 mois maintenant. C'est dans la mesure où l'objectif, c'est de remplacer les joueurs qui ont été éliminés à Dakar. Il y a eu des critères qu'on s'est décidé en staff. Parce que les 13 joueurs ou les 14 qui ont joué à Dakar, il faut reconnaître qu'ils ont été de très bons garçons. Ils ont pris la décision de se qualifier et ils sont qualifiés. Donc déjà, il y a un soubassement. Moi, je crois qu'ici, pour quelqu'un qui doit être là, parmi les 6 ou 8 joueurs, il faut qu'il ait le même niveau que les 13 de Dakar ou bien qu'il soit meilleur à eux parce que c'est un renfort. Ils cherchent un renfort. Ils cherchent, les 13 là cherchent des joueurs qui vont les aider, qui vont venir les concurrencer. Donc voilà l'idée qu'on s'est donnée d'une manière générale. Pour Baldé Souleymane, l'objectif du Sili dans cette compétition est de remporter le trophée. Bon, l'objectif réellement c'est ça. Lorsque les 8 équipes de la Coupe d'Afrique se rencontrent, plus 4 pays européens, on n'ira pas en promenade. On ira réellement quand même pour montrer l'image du football guinéen. On ira pour montrer qu'on est prêt pour la CAN. Si Dieu le veut bien, notre souhait c'est de prendre le trophée. Effectivement, être parmi les meilleurs. Pour se mettre en confiance. Parce que vouloir progresser dans cette compétition, vouloir même prendre le trophée,
ça met le staff en confiance, ça met les joueurs en confiance et ça remotive quand même les encadreurs, le public sportif guinéen. Voilà notre ambition. Conformément au programme complet de la Guinée dans cette compétition, le 4, la Tanzanie jouera contre la Guinée. Le 6, le pays hôte, la Turquie, jouera contre le Chili. Et le 8, l'Australie pour la dernière journée. À retenir que les 2 premiers de chaque poule vont se qualifier pour les quarts de finale. Je vous le disais au sommaire, comme un fils prodige du pays, après son sacre au All-Star Game, le basketteur américain d'origine guinéenne s'est prêté aux questions de Star 21 TV. Dans un premier temps, Hamidou Diallo a mis l'accent sur son origine et son éducation. Suivez. Hamidou Diallo. My African background comes from my mom and dad. They were born and raised in Guinea-Conakry, and that's where my African background and culture comes from. The moment they called my name at the NBA draft pick, I mean, I was really honored. It was really an accomplishment that I always wanted, and for me to be able to walk across that stage and shake the commissioner's hand and see the smile on my mom's face, I was just really happy and I was really excited. My biggest advice to the young community in Africa that wants to play basketball is don't let nobody tell you that you can't do it because you don't have the resources or because you're not in America that you can't play. I mean. Plus loin, dans cet entretien, le champion du Slam Dunk 2019 a annoncé son envie de venir visiter le pays de ses ancêtres, c'est-à-dire la Guinée. Yeah, I've been to Africa one time when I was really young. I really don't remember much, but I can't wait to get out there as soon as possible and see what it's like and get to connect with the kids in the community and get to do a lot of special things for that community over there in Guinea-Conakry. Parlant de sa carrière, Hamidou Diallo a rappelé ses souvenirs du draft, mais aussi prodigué des conseils aux autres jeunes Africains. Suivez. Growing up, my dream was always to become a professional basketball player. And for me to fulfill that dream is honestly just a blessing. And I'm honored to be in the position that I am. And I want to see kids that's growing up get the same opportunity that I got to be great and to be successful in whatever they want to do, whether it's sports, whether it's school, whether it's being doctors or any lane that you want to be. I want to be an outlet. And I want to be able to help the kids that's growing up get to the level of success that they want to get. Direction le continent africain où le président nigérien Muhammadu Buhari a appelé lundi l'armée à être sans pitié envers ceux qui voudraient tricher lors du scrutin de samedi reporté in extremis d'une semaine, indiquant qu'ils le feraient au péril de leur vie. Suivez. Anybody who decides to snatch boxes or lead thugs to disturb it, maybe that's the last local action you will take. I really give. I'm not going to be blamed that we want to rig the election. Au Maghreb, les Libyens ont célébré ce week-end le 8e anniversaire de la révolution qui a mis fin en 2011 à 42 ans de règne de Mouammar Kadhafi. À Tripoli, sur la place des Martyrs, des milliers de Libyens se sont rassemblés pour hisser le drapeau national rouge, vert et noir. Au programme, des feux d'artifice, des chansons diffusées via haut-parleurs, des concerts de musique et chants traditionnels. Quelques dizaines de personnes seulement se sont rassemblées près du tribunal de Benghazi où avaient commencé les premières manifestations anti-Kadhafi en 2011. Cette célébration est perçue par certains Libyens comme une lueur d'espoir. Suivez. طبعا احتفاليه الله يبارك مش اول سنه ولا ثاني سنه، هذه الثامنه ان شاء الله وتكون بالخير على الليبيين كلنا ان شاء الله. واكثر شيء احتفالنا احنا نبتعدوا على السياسه ونبتعدوا على اي مشاكل قبليه او جهويه او اي حاجه هذا، والفرحه يعني تهم الجميع والمستفيد الاكبر فيها يعني المواطن البسيط اللي يديروا لها لامبه يركبوا لها يزوقوا مرتبات، يعني بغض النظر في ناس تشجع تأيد فينا ما تأيدش. C'est la fin de cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Restez sur Star 21 pour la suite des programmes. Au revoir.